peut faire penser à certains thèmes nietzschéens, puisque dans son cas, il s'agit aussi de récupérer une certaine dignité humaine qu'il estime aliénée quand les gens croient en lui. Je voudrais faire. Alors, j'ai corrigé le manuscrit et l'auteur m'a demandé d'écrire la préface. Comme je voudrais être assez précis et vous donner l'envie de lire ce livre, je vais simplement lire cette préface puisqu'il y a plusieurs points assez précis dedans. Alors, moi d'abord, je dois vous dire que les extraterrestres, c'est pas du tout mon truc. Je commence par ça. Je suis pas du tout un client pour ce genre de bouquin. Voilà. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Moi, j'aime cette formule du poète Terence. Par contre, les histoires de robots, d'aliens et d'extraterrestres, toutes trop éloignées de notre humaine condition, m'enchantent rarement. En général, dès que ça va au-delà de la galaxie, c'est pas humain, donc ça ne m'intéresse pas. Alors pourquoi préfacer un livre où les extraterrestres jouent un rôle important? Voilà. C'est vrai, je me suis posé la question. Alors, moi, c'est vrai que j'aime certains types de science-fiction quand elle utilise l'exotisme apparent des espaces interstellaires pour mieux éclairer certains aspects de notre vie terrestre et de notre condition humaine. Mais dès qu'il est question d'extraterrestres, j'ai tendance à trouver ça rébarbatif, car trop étranger à l'étrangeté même du phénomène humain. Je m'explique. Je me dis qu'un être humain digne de ce nom ne peut rien trouver de plus troublant, de plus foncièrement improbable dans l'univers entier que sa propre existence d'être libre, conscient et responsable. Déjà, pour moi, l'existence des êtres humains sur Terre, c'est une telle énigme, je ne vois pas pourquoi j'irais me fasciner pour d'autres entités. Je me dis que les 7 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre suffisent déjà amplement à toute notre curiosité et que notre espèce est de mauvaise foi en imaginant qu'il puisse exister dans l'univers un mystère plus épais que le nôtre. Ça n'engage que moi. Je respecte toutes les autres croyances. Les voyages à l'intérieur de notre psychisme m'ont toujours plus passionné que les spéculations sur d'autres vies ailleurs, loin d'ici. Tout cela pour dire qu'au départ, je n'avais pas le profil d'un lecteur bienveillant pour le revers de la grande pyramide. Comment ai-je alors été amené à trouver ce livre plaisant et à vouloir en écrire la préface? La première raison, c'est que cet homme-là est très sympathique. Voilà. C'est un homme qui a les pieds sur terre et toute sa vie témoigne des malheurs, mais aussi de la grandeur de la condition humaine. Il a été abandonné des siens, son père a été absent, il a eu une mère toujours malade. Et donc, au début, dans son livre, il est beaucoup question d'extraterrestres, des choses comme ça. Et moi, franchement, ça me semblait un peu rébarbatif. Maintenant, dans son livre, il parle aussi de sa vie. Et je le connais. Et franchement, sa vie a quelque chose de peu commun. C'est quelqu'un qui aurait pu très mal tourner, puisqu'il lui est arrivé. Et je suis frappé par son extraordinaire humanité. Quelqu'un qui s'intéresse aux extraterrestres, je le trouve très humain. Voilà. Donc jeune, trop jeune, il a connu le dénuement, le mépris, la violence, la guerre dans toute sa crudité et sa nudité. Ces malheurs trop grands auraient pu déshumaniser Anicet, lui donner un cœur de pierre, des crocs de fauve, une langue de serpent et des manières de robots hallucinés. D'autres que lui, dans ces conditions, auraient renoncé à tout libre arbitre et se seraient vus comme de simples jouets du destin. Il aurait pu se mettre à sacraliser aussi ces idoles obscures que sont les armes, le fric, le sexe. C'est quelqu'un qui est né au Congo, la République du Congo, Brazzaville. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire moderne du Congo. Enfin, lui, il a vu toutes les atrocités récentes dans ce pays. Il a tout vu, quoi. Et franchement, il aurait pu mal tourner. Dans sa génération perdue, bien d'autres l'ont fait, et c'est ainsi que notre monde moderne, dit civilisé, produit chaque jour à sa marge des êtres bien plus redoutables que les aliens et les extraterrestres. Des sauvages, des barbares, des créatures qui n'ont plus d'humain que l'apparence charnelle. On les trouve dans les bas-fonds de la misère, qu'au sommet de la richesse,
comme l'avait diagnostiqué Fritz Lang dans son insurpassable science-fiction Metropolis. Donc Metropolis, c'est un film de science-fiction que j'aime beaucoup, parce que justement, il est question du divorce entre les intellectuels et les manuels. C'est le cœur qui les réconcilie. Et je trouve qu'il y a aussi cette dimension dans le livre de Anicet. Et donc Anicet, c'est un humain comme on aime en rencontrer. Quiconque le fréquente perçoit rapidement en lui un ami et un frère. Là où sa culture d'autodidacte proclamée aurait pu fabriquer un fanatique, un idéologue et un doctrinaire, Anicet est au contraire un homme qui aime faire parler les autres, s'effacer devant eux, les écouter. C'est un journaliste. En fait, il a appris le journalisme sur le tas, avec des gens de son pays. Et je trouve qu'il a beaucoup de talent dans ce domaine. Quand on travaille avec lui, je suis étonné combien il s'efface, il aime interviewer les gens. Je sens que c'est quelqu'un qui aime vraiment s'effacer devant autrui. Ça, c'est tout à fait remarquable. Et s'il tient des propos un peu trop imprégnés des modes intellectuels et qu'on lui en fait la remarque, il l'admet bien volontiers. C'est vrai que parfois, quand il parle, je me dis, ça c'est un peu les poncifs qu'on trouve. Je lui fais remarquer et lui-même le reconnaît volontiers. Donc j'apprécie beaucoup cet aspect. Il se doute que les grandes idées agitées par les professionnels du discours ne correspondent pas toujours à sa tournure de pensée, qui est plus celle d'un poète et d'un moraliste que d'un penseur. Et là, il est peut-être proche de Nietzsche. Il n'a pas l'esprit de système. Je trouve que son livre est poétique. C'est pas du tout un livre qui veut démontrer des choses. Il y a beaucoup d'aphorismes très intéressants, je trouve, et plutôt bien écrits. C'est cet aspect qui m'a beaucoup plu. Cette sorte de... Oui, c'est des aphorismes poético-moralistes qui sont intéressants. Alors la deuxième raison qui m'incite à vous recommander clairement la lecture de ce livre, c'est son contenu. Pour simplifier et aller droit au but, Anicet semble suggérer qu'il y a plusieurs manières de vivre la condition humaine. En fait, son livre avance que d'autres êtres humains existeraient dans d'autres dimensions de l'univers et qu'il les a rencontrés et côtoyés. C'est ça que j'aime bien. Il nous dit qu'en fait, les extraterrestres, c'est aussi des humains comme nous. C'est ça qui est drôle pour moi. Voilà. En fait, son livre avance que d'autres êtres humains existeraient dans d'autres dimensions de l'univers et qu'il les a rencontrés et côtoyés. Et, toujours d'après Anicet, les choix fondamentaux qui ont guidé les êtres humains sur Terre depuis le tout début sont des choix erronés, que d'autres êtres, tout aussi humains que nous, n'ont pas fait. Autrement dit, il nous dit, la condition humaine terrestre, c'est pas la seule. Dans l'univers, il y a d'autres êtres humains, tout aussi humains que nous, mortels, ce que vous voulez, mais ils n'ont pas fait les mêmes choix que nous, on a fait sur Terre. Ah, je dis ça c'est une façon de penser intéressante. Il n'essaye pas de nous dépayser en nous disant, vous savez, il y a d'autres êtres dans l'univers, elles sont vraiment pas comme nous. Hein. C'est pas du tout la condition humaine, et c'est pour ça que ça marche mieux. Au contraire, elle nous dit, la condition humaine ne se vit pas forcément comme on l'a vu sur Terre. Ah, je dis ça, c'est intéressant ce point de vue. Sous cet angle, le revers de la grande pyramide nous apparaît comme une version renouvelée d'un genre que Montesquieu avait excellé dans les lettres persanes. Souvenons-nous que dans ces lettres, deux voyageurs venus de Perse, l'actuel Iran, tiennent une chronique faussement naïve des mœurs françaises, enfin, surtout parisiennes. Alors le roman permet à Montesquieu de dresser un portrait très dérangeant de la société française de son temps, sûre d'elle-même, et d'être un phare pour l'humanité, et qui s'avère sous la plume des deux voyageurs venus d'ailleurs, très étranges et fort peu rationnels. Le paradoxe des lettres persanes, c'est que ces deux Persans, ils ont l'air très exotiques, mais en fait, de leur point de vue, c'est nous, les Parisiens, qui sommes de drôles d'oiseaux. Voilà. Là, quand vous lisez la Grande Pyramide, on trouve que, franchement, les êtres humains sur Terre sont bizarres. C'est un peu nous, les aliens. Dans le revers de la Grande Pyramide, Anicet Blaise Ocana, après avoir vécu 1000 souffrances et douleurs dans son Congo natal, finit par rencontrer, assez tardivement, des voyageurs extraterrestres qui vont peu à peu l'amener à porter un tout autre regard sur sa vie chaotique, sur son pays, sur l'Afrique, sur le monde. Cette évolution d'Anicet et les bouleversements profonds survenus dans son cœur et sa pensée constituent le cœur de ce livre et lui donnent ses meilleures pages. Alors ça, on l'apprend vers la page 100 et quelques. C'est vraiment au milieu du livre qu'on apprend ce qui est arrivé, comment il a contacté les extraterrestres.
Peut-être qu'il aurait dû commencer par là. Moi, ça m'aurait peut-être plus aidé. Qui sait, peut-être il a eu raison. Voilà. Le lecteur ne doit pas se sentir obligé d'adhérer au discours extraterrestre d'Anicée. Le livre a des accents authentiquement prophétiques qui peuvent toucher chacun d'entre nous, quelles que soient nos options religieuses ou philosophiques. Anicée nous propose dans son livre un triple regard neuf sur la nature, sur l'histoire et sur la conscience. Je dis bien regard et non philosophie ou sagesse, car la démarche de l'auteur n'est pas intellectualiste ou démonstrative. L'auteur ne cherche pas à nous convaincre qu'il pense et réfléchit mieux que d'autres. Il porte simplement un regard différent, novateur, plein de vie. Alors au début de son ouvrage, l'auteur nous invite à revisiter la nature avec un œil neuf. Il y a toute une cosmologie dans ce livre qui n'a pas de prétention scientifique. Alors si vous êtes scientifique, ne lisez pas ce bouquin, vous allez dire c'est complètement loufoque. Non, c'est une méditation très poétique sur la nature. Moi je suis rentré dans ce langage, je trouvais ça intéressant, mais je sais très bien que ce n'est pas un discours scientifique. Pourtant je pense que ça a beaucoup de valeur, notamment littéraire. C'est un regard très neuf, je pense, sur des phénomènes simples et plus complexes de la nature. Il nous amène à voir toute l'étendue de l'interdépendance dans la nature. Tous les êtres existent en relation les uns avec les autres, et notre égocentrisme humain nous apparaît alors aberrant. Renouant avec nombre de traditions, et notamment le bouddhisme, Anicée nous montre souvent que notre ignorance et notre aveuglement ne sont pas seulement intellectuels, ils proviennent en grande partie de nos désirs excessifs et inappropriés. C'est parce qu'on désire mal qu'on pense mal. Ça, c'est très proche du bouddhisme. L'auteur nous invite à une vie plus modérée, plus proche de nos véritables aspirations. Il dit, si vous commencez à mieux vivre, à désirer autrement, vos pensées aussi vont se désintoxiquer. Peut-être que là, il est proche d'un penseur existentialiste comme Nietzsche, justement, de revenir à d'autres pratiques existentielles pour se libérer l'esprit de toxines intellectuelles. Son regard sur l'histoire pourra paraître sombre. Il souligne que toute l'histoire est marquée par la lucidité des grands initiés, des visionnaires, mais ceux-ci se heurtent au poids des traditions, aux appareils ecclésiastiques, à des conservatismes désolants. Ce regard tragique n'est pourtant pas pessimiste. L'auteur souligne que le progrès est lent mais irrésistible. C'est vrai que dans son livre, il revient sur beaucoup de tragédies, les grands initiés qui se sont fait massacrer. Bon, on peut dire qu'il est pessimiste, hein. Il montre que souvent les gens lucides, on les a maltraités. Bon. Les meilleures pages du livre sont celles du moraliste, Anicée qui a souffert de la méchanceté, mais a refusé qu'elle aiguise son cœur, porte sur nos mœurs un regard juste. Il débusque mieux que quiconque l'égoïsme, le double langage, l'hypocrisie, mais il n'accuse personne. Dans son livre, je n'ai trouvé aucune volonté de ridiculiser qui que ce soit. Il n'est jamais méchant ou satirique. Il a de la bienveillance pour les méchants. Voilà. Ça, c'est quand même remarquable, parce que c'est quand même quelqu'un qui en a gros sur la patate, mais il en a bavé, et on ne trouve pas de méchanceté dans son livre. Même quand il parle des méchants, je trouve qu'il est bienveillant, en fait. Il humanise les gens méchants. Il nous les rend assez proches, finalement. Je trouve ça franchement bien. Alors, les extraterrestres auxquels il se réfère sont des êtres comme nous, de vrais êtres humains qui ont su faire usage de leur liberté et de leur conscience et s'approcher de la vie bonne, là où nous avons préféré rester dans la servitude et la turpitude. En lisant cet ouvrage très original, nous nous apercevons que nous avons renoncé à devenir de vrais êtres humains et en sommes restés pour l'essentiel à un stade infra-humain, du point de vue du cœur et de la conscience, même et surtout quand nous nous déguisons en civilisés. Donc lui, il fait un constat selon lequel l'humanité terrestre n'est pas encore devenue pleinement humaine. Voilà. Et qu'il existerait d'autres formes d'humanité dans le cosmos qui nous montreraient ce qu'un jour on deviendra peut-être. Alors c'est peut-être pas des surhumains, des Übermensch comme Nietzsche, c'est des êtres pleinement humains d'après Anicée, et nous, il est
Je suis optimiste en fait. Ils pensent que les êtres humains sur Terre vont finir par réussir. Et on aurait besoin d'un petit coup d'accélérateur. Voilà. Et ceux que l'auteur appelle les extraterrestres sont tout simplement les vrais humains que nous pouvons commencer à être dès maintenant en nous libérant de l'ignorance. Pour toutes ces raisons, je vous recommande vivement le revers de la Grande Pyramide. Voilà.